Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité Patrick Duprier, bonjour. Bonjour. Co-président d'Ecolo. Alors Didier Reynders ce matin présente ses excuses à tous ceux que le vote de la Belgique a pu heurter, ce vote qui était en faveur de l'entrée de l'Arabie Saoudite à la Commission des Nations Unies pour les droits de la femme. Alors est-ce que les excuses du ministre des Affaires étrangères, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Il faut évidemment aller plus loin. On voit bien qu'on a là des relations avec un pays, l'Arabie Saoudite, qui ne respecte bien sûr pas les droits de la femme de façon scandaleuse, mais qui ne respecte pas les droits humains, qui ne respecte pas le droit des travailleurs immigrés sur son territoire, qui mène une guerre ignoble au Yémen, qui installe le wahhabisme en finançant la version la plus rétrograde de l'islam dans toute une série de pays, et que les relations de la Belgique avec cet État sont essentiellement basées sur les intérêts économiques et éventuellement sur l'intérêt démocratique, diplomatique de la Belgique. Or, la grandeur d'une personne, d'un État, d'un pays, c'est de soumettre les relations diplomatiques à des questions éthiques et aux droits humains. Et ça, c'est ce qui ne se passe pas. Alors, ça fait des mois que nous avons déposé, et que le groupe, une résolution au Parlement demandant qu'on revoie globalement nos relations avec l'Arabie Saoudite, diplomatique, économique, etc. Il faut passer à l'acte maintenant. Ce qu'a dit Reynders aujourd'hui permet d'envisager que d'autres parties nous rejoignent dans cette évaluation globale. Alors ça, on va en parler, mais simplement sur la responsabilité de Didier Reynders, où Ecolo avait sorti des documents disant que le cabinet lui-même avait été au courant de la question de ce vote. Est-ce que sa responsabilité personnelle est engagée? Alors, sa responsabilité politique est engagée, puisque son cabinet non seulement a laissé la Belgique voter en faveur de l'accès de l'Arabie Saoudite, mais a même donné instruction d'informer l'Arabie Saoudite du soutien de la Belgique. Une manière d'obtenir le soutien de l'Arabie Saoudite, sans doute, pour d'autres situations, par exemple l'accession de la Belgique au Conseil de sécurité. Donc politiquement, le cabinet de Didier Reynders est impliqué. Personnellement, on ne peut pas savoir aujourd'hui jusqu'où, mais il y a besoin d'une transparence totale là-dessus. Et les excuses de M. Reynders me paraissent vraiment minimalistes. Oui. Alors, il propose ce matin qu'on cesse les missions économiques en Arabie Saoudite, du moins les missions fédérales. Ça, c'est quand même un geste assez fort. Alors, c'est un geste important. Il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'on ait une vision globale de l'ensemble de nos relations. Je le répète, les relations économiques doivent se soumettre à des principes qui sont plus importants. Les valeurs humaines, les droits humains, l'éthique en général. Et donc, pour ce faire, il faut une vision qui soit discutée au Parlement en Belgique, mais il faut aussi une vraie politique européenne. Et là, j'ai l'impression que la Belgique reste pour l'instant attentiste parce qu'on veut ne fâcher personne et singulièrement ne pas fâcher l'Arabie Saoudite. Allons-y, soyons proactifs et exigeons qu'au niveau européen aussi, on ait une vision globale, par exemple, sur les questions des ventes d'armes. Oui, et donc ça veut dire que la Belgique, la Wallonie, par exemple, devrait renoncer aussi à vendre des armes à ce pays? On ne peut pas continuer à vendre des armes massivement à l'Arabie Saoudite sans soumettre ça à des principes éthiques forts. Évidemment, ça n'a pas de sens que seule la Wallonie se préoccupe d'une question pareille. Il faut l'envisager au niveau belge. Il y a aussi de nombreuses ventes d'armes flamandes vers l'Arabie Saoudite et au niveau européen, parce que jouer la concurrence des uns contre les autres n'a pas de sens. Ce qui doit être déterminant, c'est quelle relation avec ce pays, l'Arabie Saoudite, qui propage la guerre dans la région. Alors, 1er mai hier, Ecolo aussi avait son meeting, oui, où on a parlé du travail et des jeunes. Alors, avant de parler du fond, c'était important pour vous de faire quelque chose ce jour-là, alors que finalement, la scène, elle est déjà occupée par la FGTB, le PS, le MR, même le PTB, on l'a vu hier. Oui, mais la fête des travailleurs, c'est une date importante. Et notre idée, c'est justement de ne pas laisser cette fête, ce moment, cette date importante aux partis traditionnels. Nous avons besoin aujourd'hui, et le nous ici c'est collectif, la société a besoin de reprendre le chemin du progrès social, d'une transition écologique qui intègre les solidarités, et les écologistes ont aussi une parole à ce sujet-là. Ouais. Alors une des paroles qui était donnée, c'était de lancer une idée, c'est de dire les jeunes ont le droit d'essayer, oui, jusqu'à 30 ans, on peut commencer un job, démissionner et avoir droit au chômage. En tout cas, c'est ça que vous voulez porter. Vraiment. Moi j'avais vraiment en tête hier cette parole de Nelson Mandela qui disait que vos choix soit à l'image de vos espoirs plutôt que de vos peurs. Et on a l'impression aujourd'hui que beaucoup de jeunes, une majorité de jeunes, et c'est plus qu'une impression, ils le disent, ont l'impression que demain sera pire qu'aujourd'hui et qu'ils doivent faire des choix par défaut. Or, ils ont des ambitions, des aspirations, des rêves, plein de talents dont qu'ils ont besoin d'exprimer pour s'épanouir eux-mêmes, mais aussi finalement pour apporter leur créativité dans la société. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui refusent des boulots parce qu'ils ont peur que si ça ne leur convienne pas? Non, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On oblige les jeunes à de multiples démarches, par exemple dans la recherche d'emploi, le cas échéant, dans des secteurs qui ne les intéressent pas du tout. Hier, on avait un témoignage d'un jeune qui est allé, avec une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Italie, pour un stage, et puis qui a décroché un boulot, qui a eu des missions vraiment intéressantes à responsabilité dans le secteur culturel. Quand il revient,
on lui dit « Ah non, ça on ne le reconnaît pas, hein. Vous n'avez plus droit à rien ». Il est parti, il a perdu ses droits de l'allocation d'insertion, ce n'est reconnu nulle part, ça n'entre dans aucune case, il se retrouve sans rien. Et on a plein de jeunes qui sont là-dedans et qu'on incite finalement, en les culpabilisant, à faire des choses qui n'ont pas de sens pour eux et finalement qui ne sont sans intérêt pour la société. Il faut pouvoir leur dire « Allez-y ». Essayez des études. Si ça ne marche pas, vous pouvez vous réorienter. Essayez un boulot, lancez-vous comme indépendant, mais avec à la fois une meilleure protection. Or, on a précarisé les jeunes avec la suppression, entre autres, des allocations d'insertion, mais aussi en leur donnant plus de liberté. Parce que l'enjeu, c'est qu'ils puissent inventer et construire la société de demain plutôt que de se soumettre à des cases, à des règles administratives de la société d'aujourd'hui qui leur offrent peu de perspectives. Vous avez l'impression que les jeunes manquent finalement de soutien, mais qu'ils sont conscients de la réalité du marché de l'emploi. Oui, ils manquent de soutien pour se déployer. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Or, ce qui se passe, c'est que non seulement il y a très peu d'emplois, mais qu'en plus, on les incite à faire des démarches qui n'ont pas de sens. Je vais vous prendre un autre exemple. Un jeune aujourd'hui qui cherche du boulot dans la mécanique automobile ou dans le monde de la construction. On va lui demander de multiplier l'envoi de CV par mail pour pouvoir prouver qu'il a envoyé des CV par mail. Mais vous savez, aucun garage n'engage un mécanicien sur base de CV par mail. Il faut aller au contact, il faut rencontrer les patrons, les frapper. Ça, c'est pas reconnu. Et donc, accompagnons les jeunes dans leurs projets, à partir de leurs talents, plutôt que de les soumettre à des cases particulières. Et donc, ça passe en effet par la suppression de cette mesure absolument précarisante qui a été de supprimer les allocations d'insertion pour les jeunes, mais aussi cette idée, vous l'avez dit, que quand un jeune commence un travail, s'il travaille pendant un an et puis qu'il constate que ça ne lui convient pas, qu'il s'y perd, qu'il s'y tue à la tâche et que ça n'a pas de sens pour lui, même si c'est lancé comme indépendant, surtout s'il s'est lancé comme indépendant, après il risque de n'avoir plus aucun droit, et bien que s'il renonce parce qu'il veut partir dans une autre formation, parce qu'il veut essayer autre chose professionnellement, qu'il puisse accéder aux allocations de chômage pour rebondir. Parce qu'un échec, ça peut aussi être une opportunité pour changer, pour réussir autre chose. Alors ça, c'était le 1er mai d'écolo, mais le 1er mai, c'était aussi cet affrontement finalement assez classique gauche-droite, alors que, on le voit avec ce qui se passe en France, on dit que c'est un clivage finalement qui est dépassé, qui n'a plus sa raison d'être. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent ça? Il y a encore clairement un clivage entre ceux qui veulent plus de solidarité, plus de justice sociale et ceux qui pensent que naturellement, si on laisse faire les forces du marché, eh bien, ça va améliorer les choses. Donc ce clivage existe évidemment, mais il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le clivage, par exemple, sur lequel les écologistes sont clairement à la pointe, c'est de dire l'échéance qui doit mobiliser les politiques, ce ne sont pas les prochaines élections, ce sont les générations futures. Comment est-ce qu'on fait pour que notre planète reste habitable pour tous et pour que chacun puisse mener une vie digne? Ça dépasse le clivage gauche-droite traditionnel. Et les effets de musculation à gauche ou à droite ne répondent pas à ça et ne répondent pas à la préoccupation des gens qui te disent mais comment vont vivre mes enfants? Moi, je fais de la politique en pensant à mes enfants, à nos enfants, dans quel monde vont-ils vivre? Oui, mais alors, pour faire de la politique, il faut s'appuyer sur des structures, il y a des partis. Ce matin, dans La Libre, le président du CDH revient sur l'idée d'une réorganisation du paysage politique francophone autour de certaines personnalités, CDH, Défi, Écolo. Le Vif en parlait aussi vendredi, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Est-ce que vous appelez à la création d'un tel mouvement? Non. Nous appelons à rassembler autour du projet écologiste. Alors, M. Ligène revient régulièrement avec ce type d'idée. Il dit qu'il veut rassembler, mais en décrochant des flèches vers tout le monde, en attaquant tout le monde. Il dit qu'il veut rassembler autour de quelque chose de neuf, mais finalement, ça donne l'impression de vouloir faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas en réorganisant les partis qu'on va s'en sortir. C'est en menant des combats qui montrent aux citoyens qu'on se préoccupe réellement de leur situation, de la protection des citoyens à l'égard de forces qui les dépassent, des grandes forces économiques et financières aujourd'hui, mais aussi en remettant au cœur des projets politiques le bonheur en fait. Ce n'est pas la croissance du PIB, l'austérité qui va résoudre les problèmes des gens, mais surtout qui va répondre aux aspirations des gens au bonheur. Préoccupons-nous de ça à partir de nos programmes politiques, rassemblons des personnalités autour de ces projets, plutôt que de dire qu'on va rassembler quelques personnalités. Ce n'est pas des personnalités qui font un projet. Ouais, donc vous ne signez pas pour ce mouvement-là? Ah non, Écolo se bat autour de sa vision, les générations futures d'une part, la justice sociale et aussi une éthique, une vision de la démocratie qui est à la pointe. Aujourd'hui, on sent bien que beaucoup de citoyens disent qu'il faut rénover la démocratie. C'est ce que nous faisons depuis 30 ans. Alors, vous parlez du président du CDH ce matin dans l'interview qu'il y avait dans La Libre. Il attaque assez durement. Je vous propose de lire ce qu'il dit. Il dit « J'accuse ceux qui ne sont pas clairs vis-à-vis du PTB, le PS et Écolo, qu'ils soient prêts à faire des coalitions avec des gens qui ne se positionnent pas clairement contre l'extrême droite. C'est inacceptable. » Alors pour lui, le combat contre le PTB doit être frontal.
Monsieur Ludgen peut faire de la musculation face au PTB. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 15-20% des citoyens de ce pays, de Wallonie et de Bruxelles, qui aujourd'hui envisagent de voter PTB. Pourquoi le font-ils? Et qu'allons-nous faire, nous, Parti démocratique, pour leur rendre espoir dans le fait qu'il est possible que demain soit mieux qu'aujourd'hui? Ça, M. Ludgen n'y répond pas. Et en particulier, c'est la question de la justice sociale. Il y a une quinzaine d'années en France, Jacques Chirac a été élu avec 80% des voix parce qu'il fallait faire barrage aux fascistes du Front National. Qu'en a-t-il fait? En tout cas, la justice sociale n'a pas été améliorée en France. Il ne faudrait pas que nous arrivions à ce scénario-là chez nous en Belgique. Mais est-ce que vous allez vous inscrire dans un combat contre le PTB chez Écolo? Non, on ne va pas combattre le PTB, on va combattre pour nos projets. Et nos projets, c'est entre autres la justice sociale. C'est quand même incroyable de voir à quel point la pauvreté, la précarité augmentent dans ce pays. La pauvreté à Bruxelles, on la voit partout. On la voit dans les couloirs du métro, des gens qui dorment dans les rues. Vous parliez des jeunes. Ces dernières années, les jeunes se sont appauvris, ont été précarisés. C'est ce combat-là qu'il faut mener, leur rendre espoir, leur donner la capacité à avoir confiance non seulement en eux-mêmes, mais aussi dans le fait que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça qui doit nous mobiliser plutôt que de dire jamais avec le PTB, jamais avec machin. Oui, mais pour gouverner, il faut s'allier à d'autres Oui. partis. Alors est-ce que vous pourriez vous allier à ce parti-là? Nous, on a clairement dit pas d'exclusive parce qu'il y a des élections et que les gens vont voter. Et que si demain le PTB fait un score comme il est aujourd'hui envisagé par certains sondages, il faudra évidemment discuter aussi avec eux. Mais ce qui est le plus important, c'est que le projet des écologistes, ce n'est pas un projet communiste. Et que nous n'avons pas une vision du monde où c'est l'État qui décide tout et qui s'impose de façon plus ou moins totalitaire vers tous les citoyens, que ce soit ceux qui entreprennent, que ce soit le monde associatif et autres. Donc notre projet n'est pas celui du PTB, mais dire à l'avance, on ne discutera jamais avec eux, ça n'a guère de sens aujourd'hui. Ouais, ils auraient dû quand même se positionner plus clairement par rapport à l'élection française, appeler à voter Macron. Il y a un petit jeu un peu puéril aussi en Belgique, hein, comme si c'était fondamental pour les 55 millions d'électeurs français de savoir ce que Benoît Ludgen ou quiconque pense du vote en France. Ça n'a quand même pas grand intérêt. Par contre, ce que je dis clairement, c'est que si j'étais français aujourd'hui, je dirais avec toute la force dont je suis capable qu'aucune voix ne doit manquer pour faire barrage aux fascistes du Front National. C'est évident. Et qu'après, le combat politique continue. Le projet de M. Macron n'est pas le projet écologiste, c'est une évidence. Voilà, eh bien, on parlera encore des élections françaises dans l'interview demain. Jean-Jacques Deleu recevra Jean Quatremer, qui est journaliste français. Merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée.